Pour ce chapitre 7 d'introduction à la programmation C, nous allons voir le fonctionnement des chaînes de caractères. Alors plus précisément, nous allons voir qu'est-ce qu'une chaîne de caractères d'un point de vue du C. Nous allons voir comment déclarer et initialiser une chaîne de caractères, comment utiliser printf et scanf avec des chaînes de caractères. Notamment, ces fonctions vont avoir une manière d'être utilisées qui vont être un petit peu différentes à certains moments. La fonction sprintf de la bibliothèque string.h qui va nous permettre de manipuler plus finement en fait, les affichages des chaînes de caractères, le formatage des chaînes de caractères. Et enfin, comment utiliser argc et argv et les fonctions de conversion. Alors pour l'instant, argc et argv, on ne sait pas ce que c'est normal, et les fonctions de conversion non plus. On va y venir du coup au point 5. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une chaîne de caractères? Alors une chaîne de caractères, par rapport à un caractère, ça va être différent dans le sens où une chaîne de caractères, c'est un ensemble de caractères qui vont être consécutifs, c'est-à-dire qui vont être mis les uns à la suite des autres, qui forment généralement un texte, une phrase. Une chaîne de caractères, ça se dit string en anglais. Pour nous, un caractère, c'est entre simples cotes. D'accord? Pour nous, une chaîne de caractères, ça sera entre doubles cotes. Déjà, c'est une première différence notoire en C. Vous avez les caractères qui vont être représentés entre des simples cotes et les chaînes de caractères entre doubles cotes. On va aussi voir quelques fonctionnalités de la bibliothèque de fonctions string.h qui comporte toute une série de fonctions utiles pour les chaînes de caractères. Alors en fait, finalement, en C, les chaînes de caractères, c'est assez simple. C'est stocké sous forme d'un tableau de char. Okay, on a déjà vu les variables de type char, char, ce sont juste des variables qui en fait contiennent des nombres mais qui représentent un caractère sur la table ASCII. Et bien en fait une chaîne de caractères c'est un tableau de char où chaque char est stocké sous la forme de son code ASCII. Il y a une subtilité, ça va être le caractère spécial anti/0 qui va dénoter la terminaison d'une chaîne de caractères. Ok, donc pour réussir à détecter la fin d'une chaîne de caractères, sans préciser systématiquement sa taille, c'est le fonctionnement qu'a le C par rapport aux chaînes de caractères, il y a le caractère spécial anti/0 qui indique ici se termine la chaîne de caractères. Par exemple, la chaîne de caractères salut est stockée en machine sous la forme d'un tableau de 6 caractères. Donc, chacun va contenir le code ASCII de son caractère associé, SA, donc S majuscule A L U T, et enfin, en terminaison, la fin de la chaîne. Donc si vous regardez par contre le nombre de cases que ça prend, cette chaîne de caractères, ça va en prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors que le mot qu'on a indiqué contient que 5 caractères. On a bien besoin d'un caractère supplémentaire pour dire ici se termine la chaîne de caractères. Donc une manière de déclarer et d'initialiser les chaînes de caractères. Vous allez toujours faire ça, on va toujours déclarer une chaîne de caractères comme étant un tableau de caractères. Donc là, en l'occurrence, on déclare un tableau de caractères de 6 cases. En fait, on va rentrer un prénom qui contient que 5 caractères, mais pour autant, la 6e case va être utilisée pour l'anti/0. Notre manière de faire, c'est de déclarer un tableau plus grand que ce qu'on a besoin. C'est pas un problème puisque on a notre caractère spécial de terminaison de chaîne de caractères qu'on va placer exactement là où la chaîne de caractères se termine. Donc après, il y a des cases qui restent disponibles, on les utilise pas pour l'instant. Cette manière de faire peut être très intéressante pour nous puisque, par exemple, si on sait que l'utilisateur va rentrer au plus 99 caractères, on va déclarer un tableau de 100 caractères. Alors pourquoi 100? C'est parce que si l'utilisateur en rentre 99, on aura besoin de la dernière case, la centième pour l'anti/0. Et puis s'il utilise que, par exemple, comme ici, 6 caractères au total, on va utiliser 6 cases, et puis la septième pour l'anti/0. Toutes les cases d'après vont être libres, c'est pas très grave. Alors, vous voyez bien par contre que l'initialisation de la chaîne de caractères, là ici, qu'on présente, se fait à la main en fait, hein, ce qui n'est absolument pas pratique, évidemment. On va voir comment faire ça de manière un peu plus optimisée. Alors, les chaînes de caractères en C sont un petit peu rigides. On peut quand même initialiser le tableau de caractères en même temps que sa déclaration. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et on a alors la taille qui est calculée automatiquement.
qui va être exactement la longueur de la chaîne plus l'anti-slash 0. L'exemple qu'on vous présente ici, vous déclarez un tableau de caractères qui s'appelle métier, vous spécifiez pas sa taille et vous l'initialisez à professeur. En fait, ça va créer une variable métier du coup, qui a un tableau de 11 caractères qui va être exactement 10 lettres, plus le symbole spécial anti-slash 0 pour la terminaison de caractère. Alors, c'est un petit peu rigide parce qu'on ne peut pas utiliser cette syntaxe pour modifier le contenu d'un tableau de caractères après sa déclaration, même si la taille est suffisamment grande, hein. Par exemple, les tentatives suivantes ne fonctionneraient pas. Vous initialisez par exemple métier à prof, et ensuite vous dites que bah, finalement métier ça va être ministre, et là vous espérez que ça se produise comme dans d'autres langages peut-être plus récents, où il va vous recalculer la taille du tableau comme il faut, et puis il va réinitialiser votre variable avec la nouvelle chaîne de caractères. Alors ça on sait, ça n'est pas possible. Et là non plus en fait. Bon là vous avez potentiellement la taille qui n'est pas bonne et vous vous dites ok c'est pas très grave, je vais donner un tableau de caractères qui va contenir 5 cases et je vais en fournir une chaîne de caractères qui va être plus petite et qui va du coup rentrer dans mon tableau. Là en l'occurrence vous utiliserez que 3 cases pour la chaîne de caractères plus la quatrième pour le anti-slash 0, ce qui rentrerait, hein, ça rentrerait dans 5. Et ça ne va pas fonctionner non plus. On ne peut pas réinitialiser, on ne peut pas réaffecter en tout cas un tableau de caractères comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, on va voir dans ce cours comment initialiser ou réinitialiser une chaîne de caractères de manière plus efficace que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais avant toute chose, on va voir un certain nombre d'autres éléments. Donc, concernant la déclaration initialisation, la syntaxe va être la suivante. Pour la déclaration, vous avez toujours car, nom de votre tableau et entre crochets la taille, qui doit être toujours une taille constante hein, pour tous les tableaux comme on l'a vu au cours précédent. Enfin, on peut remplir case par case avec non variable. Alors, il faudra quand même toujours bien penser à mettre l'anti-slash 0, ça on l'a vu. Une autre manière de faire, c'est d'initialiser et déclarer en même temps. Et là, à ce compte-là, la taille va être calculée automatiquement avec l'ajout d'un anti-slash 0 à la fin. Regardons maintenant comment utiliser printf et scanf avec des chaînes de caractères. Donc on a vu comment utiliser printf, scanf avec des entiers notamment. Donc on a vu comment utiliser des nombres entiers, des nombres à virgule, et des caractères avec %C. Nous avons maintenant un nouveau symbole spécial qui est destiné aux chaînes de caractères, c'est %S. Donc quand on va utiliser printf et scanf avec les chaînes de caractères, on va utiliser %S. Exemple, vous déclarez toujours pareil votre métier, vous dites que c'est professeur, donc ça c'est votre chaîne de caractères. Maintenant vous voulez afficher cette chaîne de caractères à la console, vous écrivez vous êtes %S, point retour à la ligne, et là, en paramètre, vous lui donnez votre tableau de caractères, métier, et ça va vous afficher, vous êtes professeur. Bon, il manque le P majuscule ici. Alors remarque, contrairement à ce que l'on a appris au chapitre précédent sur les tableaux, on a le droit ici de donner comme argument le tableau métier sans préciser sa taille. C'est une particularité des chaînes de caractères. Alors pourquoi est-ce que ça marche bien? Pourquoi est-ce que ça fonctionne bien de donner une chaîne de caractères, donc qui est en fait un tableau de caractères? Pourquoi est-ce qu'on peut donner un tableau de caractères en paramètre d'une fonction sans préciser sa taille, sachant que j'ai passé à peu près l'entièreté du cours précédent à vous indiquer que quand on passait un tableau en paramètre d'une fonction, il fallait absolument fournir sa taille. Et là, je vous dis quelque chose de différent. Et bien en fait, c'est grâce au fonctionnement des chaînes de caractères. On sait qu'une chaîne de caractères est terminée par le caractère spécial anti-slash 0. Et donc du coup, ce caractère spécial va nous permettre de détecter la fin de la chaîne de caractères. Et donc en fait, ça revient quelque part à connaître sa taille. Un exemple qui illustre un peu mieux ce fonctionnement précis là, avec le anti-slash 0. Donc on va utiliser printf avec des chaînes de caractères. Sauf que notre tableau de caractères ici, il a plusieurs anti-slash 0. Donc notre tableau de caractères, il s'appelle prénom, il a 10 cases. Et on va utiliser donc les premières cases pour écrire Jean, suivi de anti-slash 0. Les 3 cases suivantes pour écrire Luc, suivi de anti-slash 0. Alors, en affichage, ça va nous donner Jean, tout simplement. Et pourquoi pas Jean-Luc? En fait, bah, tout simplement, puisque printf, comme je vous l'ai dit, il va lire votre chaîne de caractères. Dès qu'il va tomber sur l'anti-slash 0, il va s'arrêter. Il va s'arrêter, il va se dire bah, c'est la fin de la chaîne de caractères, je m'arrête ici. Et il a bien raison hein, de fonctionner comme ça, puisque s'il ne fonctionnerait pas comme ça, il faudrait alors fournir la taille
du tableau, hein, tout simplement pour qu'il sache quand est-ce qu'il faut s'arrêter. En l'occurrence, le fonctionnement qui a été choisi dans le C, c'est le anti-slash 0, c'est la fin de chaîne de caractères, et donc dès qu'on trouve un anti-slash 0, on s'arrête. On peut également utiliser les chaînes de caractères avec scanf. Alors ça se passe de la même manière, on va utiliser le symbole spécial %s pour indiquer à scanf que ce qu'on attend maintenant c'est une chaîne de caractères. En exemple, vous avez les choses suivantes. Vous avez un tableau de caractères qui s'appelle prénom, il contient 20 cases. Vous faites un petit affichage pour indiquer à l'utilisateur que vous voulez avoir son prénom et vous faites un scanf %s prénom. Ça va du coup enregistrer ce que l'utilisateur va taper en tant que chaîne de caractères dans le tableau prénom. Alors attention, il y a 3 points importants. Alors déjà, il ne doit pas y avoir d'espace dans la chaîne tapée par l'utilisateur, c'est mal géré par scanf. Bon, on va voir comment réussir à gérer les espaces. Il y a la longueur de la chaîne tapée qui doit être impérativement inférieure à la taille du tableau de cartes utilisé. Évidemment, sinon il y a un souci, et même c'est pire que ça, en fait, sinon les cases mémoire suivantes dans le tableau vont être remplacées, et ceci peut être très grave. Je vais vous montrer un petit exemple ludique par rapport à ça. Alors, il ne faut pas mettre le symbole et commercial devant le nom de la variable. Ça, c'est pareil, ça contredit un peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors, pourquoi? C'est parce que, en fait, le nom d'un tableau, c'est le pointeur qui possède l'adresse de la première case de ce tableau-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, ça sera expliqué dans le chapitre sur les pointeurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour le scanf avec les chaînes de caractères, on ne met pas le et commercial. Alors, revenons sur le point 2. Sur le point 2, en fait, si vous tapez une chaîne de caractères qui est plus longue que le tableau prévu pour stocker cette chaîne de caractères, et bien potentiellement, vous allez avoir les cases mémoire suivant dans le tableau qui vont être remplacées. En fait, c'est ce qu'on appelle un buffer overflow. Donc je fais une toute petite parenthèse là-dessus, hein, c'est un peu hors du programme, plutôt hors du programme. Donc c'est ce qu'on appelle un buffer overflow. En fait, c'était une méthode de hacking à l'époque. Alors maintenant, ça existe encore évidemment, mais c'est beaucoup plus complexe à mettre en place qu'avant. À l'époque, ça marchait peut-être trop bien, je sais pas. Et ça permettait en fait d'écraser les cases mémoire suivantes du tableau. Alors je vais vous faire un petit exemple qui va illustrer cela. Vous avez un tableau de 8 caractères dans mon code là. J'ai aussi une variable entier qui je initialise à 0. Alors là je mets égal double code vide, c'est pour initialiser toutes les cases de mon tableau à anti/0. En gros ça fait la chaîne vide. C'est pas très important cette ligne-là. Partie du principe que vous avez une chaîne de caractères vide, mais on a quand même le tableau A qui contient 8 cases. Donc je rappelle que tout ce que je montre là, c'est une parenthèse très courte. C'est, disons, pour le folklore. Ensuite, vous avez la ligne 7, une variable B. J'affiche entrée une chaîne. Je fais un scanf sur A. Et enfin, je fais un printf. Alors c'est volontaire, je fais un printf de B, de ma variable B. Alors, normalement, ma variable B, elle n'est pas du tout modifiée, hein, elle devrait être affichée à 0. Maintenant, si je mets... Donc je compile mon programme, je me mets en bas là dans le terminal, je compile mon programme. Alors je compile avec une option spéciale pour dire je ne veux pas de la protection de la pile d'appel, etc., etc. Enfin de la pile de mon programme. Pas de la pile d'appel, mais de la pile de mon programme. Alors c'est bon, c'est parce que normalement GCC de base il vous met une protection justement pour pas que vous puissiez écrire dans les cases mémoire qui suivent votre tableau. Donc je rappelle que sur le slide on était en train de dire que si on écrivait une chaîne trop longue, on allait potentiellement écrire dans les cases mémoire qui sont après notre tableau A. Donc je compile et je lance mon programme. Donc il me dit entrer une chaîne, je vais compter le nombre de caractères que je vais mettre. Alors je vais mettre au pif des grands A majuscules, pas très grave, je vais en mettre 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Déjà à partir de là, il y a un problème puisque il y a 8 cases et là je mets 8A. Donc déjà j'ai même plus de place pour l'anti/slash 0. Et maintenant, par exemple, si j'ai envie, je vais mettre 3 ici. Alors pourquoi est-ce que j'écris 3 ici? C'est parce que le symbole 3 dans la table ASCII, c'est le numéro 51. Et j'ai envie d'écraser la variable B, de remplacer son 0 par 1,51. J'appuie sur Entrée, et qu'est-ce qui se passe quand je fais un printf de B? J'ai pas 0 qui s'affiche, mais 51, ce qui correspond à la valeur ASCII du caractère 3. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait, ceci a rempli le tableau A, et ce petit caractère 3 a été écrit après le tableau A, directement dans la variable B, alors que je faisais bien un scanf sur A, hein.
Donc j'ai d'une certaine manière hacké mon petit programme en haut et j'ai remplacé une variable. En tant qu'utilisateur, j'ai remplacé une variable alors que je n'avais pas accès à la modification du code source. Alors pour aller plus loin, donc c'est entre parenthèses c'est facultatif, hein, c'est juste une manière de récupérer les chaînes de caractères qui est plus propre, qui est plus adaptée que le scanf. Une façon plus propre donc d'obtenir une chaîne de caractères, ça va être d'utiliser la fonction fget qui va prendre en paramètre, donc il va vous retourner une chaîne de caractères, qui va prendre en paramètre la chaîne dans laquelle vous voulez stocker votre chaîne de caractères tapés par l'utilisateur, la longueur maximum de la chaîne, donc la longueur en fait du tableau, et d'où est-ce que vous récupérez la saisie de l'utilisateur. Bon, le stdin, ça veut dire que on prend ça depuis l'entrée standard, c'est-à-dire le clavier. Alors attention, quelques petits points importants. Le premier argument, c'est le nom du tableau, où il faut stocker le résultat, et le deuxième argument est sa longueur. Le troisième argument, ça désigne l'endroit où il faut lire les données, donc dans ce cours, ce sera toujours stdin, ce qui correspond à l'entrée standard, c'est-à-dire la saisie au clavier. fget et stdin, ça nécessite la bibliothèque stdio.h, et la valeur de retour, en fait, c'est la chaîne de caractères. C'est pour tester plus tard si l'opération est terminée normalement. Donc, carré étoile, pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On peut se dire que ça retourne une chaîne de caractères. Pour l'instant, on ne va pas récupérer ce retour de fonction. Gardez en tête, donc encore une fois, c'est facultatif, hein, gardez en tête que c'est une manière plus adaptée de récupérer les chaînes de caractères saisies par clavier depuis la console. On utilise le fget. Alors heureusement, par rapport à la méthode manuelle du changer toutes les cases une par une que je vous avais montré précédemment, on a une manière qui est plus efficace que ça, évidemment, pour changer le contenu d'une chaîne de caractères. Pour cela, il faut utiliser la fonction sprintf, qui est dans la bibliothèque de fonction stdio.h. En exemple, on a la chose suivante. Vous avez un tableau de caractères prénom qu'on initialise à Olivia. On a aussi une variable date qu'on met à 1999. Une phrase qu'on va déclarer, donc un tableau de caractères qui s'appelle phrase qu'on va déclarer comme contenant 100 cases. Il ne faut pas oublier que du coup, la centième case, dans le pire des cas, si l'utilisateur rentre 99 cases, la centième, ça sera l'anti-slash 0. Alors pour modifier la chaîne de caractères phrase, on va utiliser la fonction sprintf qui en fait fonctionne comme printf, en gros, sauf qu'au lieu d'être affiché à l'écran, on va stocker le résultat du printf dans la chaîne de caractères phrase. Ça va s'utiliser de la manière suivante, ça va être sprintf, le tableau dans lequel on veut stocker notre chaîne de caractères formatée, et ce qui suit, c'est exactement le même fonctionnement que printf. Donc vous avez %s pour dire qu'on va remplacer le %s par prénom, né en 1999, le %d va être remplacé par date, et toute cette chaîne de caractères, une fois qu'elle va être formatée, va être du coup va être placée dans phrase. Et une fois que vous faites ça, si vous faites un printf de phrase qui va vous être affiché, c'est Olivia née en 1999. Donc là, vous voyez qu'on a un fonctionnement qui n'est plus case par case, mais on peut directement modifier le contenu d'une chaîne de caractères avec en plus de ça à la manière de faire un printf. Donc c'est-à-dire que c'est quand même plutôt très pratique pour nous, plutôt que le fonctionnement case par case évidemment. Cette slide résume ce que je viens de dire. La syntaxe du sprintf, donc c'est la même que le printf, en ajoutant le premier argument qui est en fait le tableau dans lequel on veut incruster les éléments, dans lequel on veut enregistrer notre chaîne de caractères formatée. Et donc on aura le tableau, la chaîne avec les symboles spéciaux et les éventuelles variables pour remplacer les symboles spéciaux. Une autre fonction qu'on pourrait utiliser, ça serait snprintf qui fonctionne comme sprintf, mais en rajoutant comme deuxième argument le nombre maximum de caractères à écrire dans la chaîne. Donc, ce qui est un sprintf sécurisé quelque part, puisque on dit au maximum je vais enregistrer les 8 premiers caractères plus l'anti-slash 0. Donc comme ça on est sûr de ne pas dépasser du tableau. Avant de passer à la suite du cours, je vous propose un petit quiz qui est le suivant. Donc nous avons un tableau de caractères qui s'appelle chaîne, qui est initialisé à bonjour, puis les instructions suivantes que je vous laisse découvrir. Et vous avez 5 réponses possibles. Le tableau chaîne contient 7 cases et l'affichage ça sera bonjour. Le tableau chaîne contient 7 cases et l'affichage sera BONJ.
Le tableau chaîne contient 8 cases, l'affichage sera bonjour. Le tableau chaîne contient 8 cases et l'affichage sera BONJ. Ou en dernière solution, le tableau chaîne est mal défini, il y aura un problème à la compilation ou à l'exécution. Je vous laisse réfléchir, mettre pause sur la vidéo et nous allons passer à la correction tout de suite. Alors regardons la correction de ce quiz. Alors bon, ne faites pas attention à ce qui est écrit en haut à gauche, là c'est puisque évidemment en temps normal, on vous propose d'imprimer les slides pour que vous les ayez au format papier. Comme là tout est en distanciel, ceci n'a pas d'importance. C'était bien la réponse 4. Alors pourquoi est-ce que c'était la réponse 4? Regardons notre code. Nous avons donc notre tableau chaîne de caractères qui contient bonjour. Alors qui est initialisé à bonjour. Donc si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caractères, plus le 8e pour le anti-slash 0, donc chaîne déjà c'est bien un tableau qui contient 8 cases, donc il n'y avait que la 3e ou la 4e, sauf s'il y avait une erreur de compilation, visiblement il n'y en a pas. Donc c'est soit la 3, soit la 4. Et la question c'est qu'est-ce que ça affiche du coup? On dit que la case numéro 4, enfin c'est pas la case numéro 4, c'est la case d'indice 4, maintenant a le anti-slash 0. Donc il y a un anti-slash 0 en case 4 et un anti-slash 0 en case 8. Alors la case 4, c'est laquelle? 0, 1, 2, 3, 4. Donc ça veut dire que ce O est remplacé par un anti-slash 0. Et donc quand on fait le printf, on va afficher BONJ et pas plus. Pourquoi? Puisque en case d'indice 4, on va rencontrer l'anti-slash 0 et donc le printf s'arrête. Pour aller plus loin avec les chaînes de caractères, nous allons parler de la bibliothèque de fonctions string.h. C'est une bibliothèque de fonctions donc, qui est dédiée aux manipulations des chaînes de caractères. Donc on va l'inclure en faisant un include string.h pour pouvoir les utiliser. Les fonctions qu'on va présenter dans ce cours, donc strlen, strcopy, strncopy, str4, strn4, strcompare, donc cmp ça vaut pour compare, et strncompare. Alors attention, la lettre O, elle est omise dans les noms, genre strcopy, compare, etc. Bon, c'est les développeurs du C qui ont décidé ça. Alors, voir le fichier fonction str.c pour les exemples que vous avez sur Moodle. La fonction strlen permet de connaître la taille d'une chaîne de caractères passée en argument jusqu'au premier anti-slash 0 qu'on ne va pas compter puisqu'on veut connaître vraiment exactement le nombre de caractères. Donc, par exemple, si dans votre tableau de caractères vous avez comme initiale, enfin comme chaîne de caractères a.espace l. Et que vous faites un strlen de ces initiales-là, ça vous affiche 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez bien 5 caractères. Le anti-slash 0 n'est pas compté. Alors, une petite remarque, en vérité, en fait, le type de retour, c'est un size_t, mais on l'utilisera comme un entier, quitte à le convertir, voire même, on peut faire des conversions automatiques. La fonction strcopy permet de copier le contenu d'une chaîne de caractères dans une autre. Alors, regardons comment cette fonction se présente. Nous avons notre première chaîne de caractères, prénom 1 qui contient Oscar et prénom 2 qui est une chaîne de caractères qu'on n'a pas initialisée mais pour lequel il y a 20 cases. On va vouloir copier prénom 1 dans prénom 2. C'est-à-dire qu'en fait on va copier Oscar dans le tableau de caractères prénom 2. On va faire un printf, on va voir ce qui se passe, il sera bien affiché Oscar-Oscar. strcpy du coup c'est comme ça, vous mettez en premier paramètre la destination, en deuxième paramètre la source. Vous pouvez également avoir comme source pour la chaîne de caractères une chaîne de caractères constante, c'est-à-dire qui n'est pas issue d'une variable. Vous la tapez vraiment directement dans le code source en dur. Et donc la syntaxe générale, c'est ce que j'ai dit, destination et source. La fonction strncopy permet en fait de s'assurer que le tableau de destination est assez grand pour recevoir la chaîne qu'on veut copier. En fait, strcopy, ça va copier jusqu'au premier anti-slash 0, mais il n'y a pas de vérification sur la taille. Alors c'est maintenant le cas avec strncopy, qui fonctionne comme strcopy avec un argument supplémentaire qui va désigner le nombre maximum de caractères qu'on va être autorisé à copier. Donc idéalement, on va mettre quelque chose qui va être suffisamment petit pour ne pas avoir de problème avec le tableau destination. Donc, vous avez par exemple prénom 1, Lucas, prénom 2, un tableau de caractères qui va contenir 4 cases. Donc au maximum, vous pouvez copier finalement que 3 caractères. Les 3 caractères vont être votre début de chaîne de caractères et la quatrième case, enfin la dernière case, pardon, la case d'indice 3,
sera l'anti-slash 0. Hein. Donc si vous faites un strn copy, vous copiez prénom 1 dans prénom 2, vous dites que maximum vous copiez 3 caractères, ce qui est bien le maximum autorisé avec prénom 2. Ça va vous copier juste les 3 premiers caractères de prénom 1. Alors on peut rajouter le anti-slash 0 à la fin pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu de problème, puisqu'on a dit qu'on copiait le nombre maximum, on ne sait pas trop s'il a copié l'anti-slash 0 ou pas. Disons que c'est de la sûreté. En syntaxe, vous avez destination, source et le nombre de caractères maximum à copier. Alors précisément, ça s'arrête même lorsqu'on copie l'anti-slash 0 ou lorsque n caractères ont été copiés. À ce compte-là, l'anti-slash 0 n'aura pas été rajouté forcément, donc on le mettra. La fonction str4 permet de concaténer deux chaînes de caractères. Alors concaténer, ça veut dire coller l'une à la suite de l'autre. Par exemple, vous avez deux chaînes de caractères, enfin deux tableaux de caractères, prénom et nom, et ensuite vous faites un scanf sur prénom et nom pour récupérer respectivement le prénom et le nom. Puis vous voulez ajouter, enfin vous voulez construire une phrase qui va afficher finalement le nom espace le prénom. Une manière de faire, alors vous pourriez passer par sprintf, ce qui serait plus adapté que ce qu'on fait ici, mais d'un point de vue pédagogique, pour présenter str4, on va utiliser str4. On va d'abord ajouter un espace à nom. On ajoute un espace à la fin de nom en faisant str4, nom, virgule, et là, double cote, espace, double cote. Ensuite, après cet espace, donc là ça va modifier nom, qui va être ajouté avec un espace. Ensuite, on va, après cet espace, mettre le prénom. Et donc on va rajouter après ça le prénom. Donc ça se fait en deux fois. D'abord vous ajoutez l'espace, ça va modifier nom, puis vous ajoutez le prénom après. Donc vous aurez bien nom, espace, prénom. Donc ça va bien ajouter le contenu de prénom à la fin. Et si on fait un printf de tout ça, vous aurez le nom complet, c'est-à-dire le nom, espace, le prénom. Donc la syntaxe de str4 est la suivante. En premier paramètre, vous avez la destination. En deuxième paramètre, la source, en fait, ce qu'on veut rajouter. Donc ça va bien modifier ça. Hein. Et ça fonctionne de la manière suivante. En fait, on va commencer à mettre à ajouter à la place, à partir de l'endroit où il y a le premier anti-slash 0 qu'on rencontre. Ok. Et le contenu, évidemment, de A ajouté de la source n'est pas modifié. Alors, comme précédemment, il existe une fonction sécurisée de str4 qui est strn4 où on peut préciser le nombre maximum de caractères à copier. C'est le dernier paramètre, donc comme pour les fonctions précédentes. Si on utilise cette fonction-là, on va copier dans cet exemple les 10 premiers caractères de prénom. Ou au moins s'il en rencontre un anti-slash 0 à la fin de nom. En écrasant le premier anti-slash 0 qui s'y trouvait. Et finalement, on ajoute un anti-slash 0 final. Donc reprenons cette fonction strn4. La syntaxe c'est précisément la destination, source, le nombre de caractères maximum à copier. On a le tableau de destination qui est modifié, hein, ça c'est important avec les 4, c'est bien le tableau de destination qui est modifié. À la place de son premier anti-slash 0, on va commencer à copier. Si A ajouté contient strictement moins de n caractères avant son symbole anti-slash 0, tout y est copié. Ça veut dire qu'on aura fait une copie finalement la plus simple possible, c'est-à-dire qu'on avait suffisamment de place dans le tableau de destination et on avait spécifié qu'on pouvait copier par exemple 20 caractères et en fait ici il n'y en avait que 3. Si ajouté contient n caractères ou plus avant son anti-slash 0, les n premiers caractères sont copiés et anti-slash 0 sera ajouté automatiquement. Donc il faut bien vérifier que destination puisse contenir les n caractères en plus de son contenu initial, hein, évidemment. Donc en exemple, vous avez dans la variable prénom, un tableau de 6 caractères, LUC anti-slash 0, vous faites un strn4 de prénom, vous voulez copier à la suite de LUC astro, ASTRO, mais vous voulez copier que les deux premiers caractères. Et bien qu'est-ce qui va se passer? Vous allez trouver le anti-slash 0 de LUC, de la première chaîne de caractères, et vous allez copier à partir de là, mais que pour les deux premiers, et vous rajoutez le anti-slash 0 automatiquement à la fin. Une dernière fonction sur les chaînes de caractères, c'est une fonction qui va nous permettre de comparer deux chaînes de caractères. Alors comparer, ça veut dire que déjà dans un premier temps, ça va nous permettre de savoir si deux chaînes de caractères sont les mêmes. En fait, c'est un peu plus fin que ça, cette fonction est un peu plus fine que ça, on va le voir. Alors notamment, un petit comportement particulier, et on va comprendre pourquoi, si le contenu des deux chaînes sont identiques, ça renvoie 0. Sinon, ça va renvoyer la différence de code ASCII des caractères à la première position où ils diffèrent. Alors,
C'est pour ça que ça renvoie 0 si les chaînes de caractères sont les mêmes, et sinon ça renvoie un nombre entier, positif ou négatif. Alors regardons en exemple, nous avons 4 chaînes de caractères, Alice, Baptiste, Zoé et Alban. Si on regarde la comparaison entre la chaîne 1 et la chaîne 2, entre Alice et Baptiste, n vaut moins 1. Pourquoi? Puisque c'est la différence entre le premier caractère qui diffère, la différence vraiment du code ASCII, hein. Donc ça veut dire qu'on va prendre le code ASCII moins le code ASCII de B, le code ASCII de A moins le code ASCII de B. Il y a 1 de différence. Comme lui est strictement inférieur à lui, ça va nous faire moins 1. Il y a 1 d'écart entre les deux, c'est tout. Pour non 2 et non 1, bah, ça vaut 1, c'est l'inverse, puisque comme c'est non 2 en premier, ça va être ce code ASCII moins celui-ci, du caractère B, puisque c'est le premier qui diffère là, entre les deux, ça va nous retourner 1. Donc pareil pour non 1, non 3, non 1, non 4, ça va valoir par exemple 7. Alors pourquoi 7? Puisque entre non 1 et non 4, les caractères en fait A et L sont OK, c'est les mêmes, et le premier qui diffère, ça va être I et B. Donc ça va retourner la différence entre I moins B, ce qui va valoir 7. Non 1 avec Alice, ça vaut 0, puisque ce sont les mêmes chaînes de caractères. Donc on va essayer de comparer non 1 avec la chaîne de caractères en dur Alice, et ça vaut 0. Et si on tente une comparaison entre non 1 et Alice avec un A minuscule, ça vaut par contre moins 32, et c'est bien normal, puisque en fait, on va faire la différence entre A majuscule et A minuscule, ce qui vaut bien 32. Donc pour reprendre sur cette fonction strcompare, la syntaxe générale est la suivante. Vous avez tout simplement la chaîne 1 et la chaîne 2. Ça renvoie 0 si le contenu est identique entre les deux chaînes. Ça renvoie un entier strictement négatif si chaîne 1 est plus petit que chaîne 2 d'un point de vue ordre alphabétique finalement. C'est-à-dire qu'en fait le code ASCII de la première position à laquelle les chaînes diffèrent est plus petite. Sinon ça renvoie un entier strictement positif. Et donc c'est l'inverse en fait finalement, hein, évidemment, c'est l'inverse de cette première solution, c'est-à-dire que c'est la chaîne 1 qui va être plus grande que la chaîne 2. Et la valeur du coup, par ce qu'on vient de dire juste avant, de string compare entre chaîne 1 et chaîne 2, c'est toujours finalement l'opposé, hein, donc c'est-à-dire vous faites fois moins 1 entre ça et ça, et vous avez le même nombre, hein. C'est toujours l'opposé de string compare entre chaîne 2 et chaîne 1. Même valeur absolue, mais signe différent. Alors en particulier, quelque chose d'important. Si vous faites un if string compare chaîne 1 chaîne 2, ça va se lire comme si la chaîne 1 et la chaîne 2 sont différentes, alors je fais ce qui suit. Si vous voulez faire une opération pour vérifier que chaîne 1 et chaîne 2 sont les mêmes, ça sera if string compare égale 0. Nous avons également la fonction string compare sécurisée, c'est-à-dire qu'on va comparer jusqu'à un certain nombre de caractères. Donc, typiquement les n premiers caractères. En exemple, nous avons un entier n, on a une chaîne de caractères non 1 qui est Alice, une chaîne de caractères non 4 qui est Alban, et on va comparer la chaîne 1, la chaîne 1 avec la chaîne 4, mais uniquement sur les deux premiers caractères. Et donc le retour de string compare, ça va valoir 0. Pourquoi? Puisque en fait, sur les deux premiers caractères, ces chaînes sont les mêmes. La syntaxe générale du coup est la suivante, nous avons chaîne 1, chaîne 2, et en dernier paramètre, le nombre de caractères à comparer. Quand on exécute notre programme, en fait, avec la fonction main, on peut donner des arguments au moment d'exécuter notre programme. En fait, ce seront disponibles dans la fonction main. Alors, vous avez en démonstration sur Moodle argexecutable.c. Sans changer le code source et sans recompiler, on est capable de changer le fonctionnement du programme en fonction de ce qu'on va donner en entrée, en fait, finalement, à notre programme. Typiquement, si vous compilez votre programme argexecutable.c, vous faites /monprog une fois que vous avez compilé, donc vous générez monprog, vous faites /monprog 5 pour exécuter votre programme avec en paramètre d'entrée de votre programme le nombre 5. Ça va vous dire la chose suivante. Vous avez la valeur de argc qui est 2, l'argument numéro 0 qui est le nom du programme, l'argument numéro 1 qui est finalement le premier argument que vous avez donné. Alors il y aura toujours au moins un argument, ça sera le nom de votre programme, et les arguments qui suivent vont être indiqués après. Par exemple, vous recompilez pas, vous relancez mon prog et vous écrivez salut toi 8.7. Et qu'est-ce qu'on va avoir dans la console? On va avoir argc qui va être à 4,
Le premier argument qui va être mon proc, toujours, c'est le nom du programme. Puis ensuite, salut, toi et 8.7. Donc plus généralement, pour utiliser les paramètres donnés lors de l'exécution, en fait, il faut changer la signature de la fonction main. Nous, on avait vu des int main où on mettait rien à l'intérieur. Et bien maintenant, si on veut utiliser ce fonctionnement-là, là, d'être capable de passer des programmes depuis des arguments, pardon, depuis notre terminal vers notre programme, il faut mettre des paramètres à main. Donc int argc, ça va être le nombre de paramètres qui vont être donnés. Et argv, ça va être un tableau de caractères, de chaîne de caractères. Donc attention, c'est bien un tableau de chaîne de caractères. C'est ce qui est écrit ici. Donc argc, c'est un entier qui compte le nombre d'arguments donnés lors de l'appel d'exécutable, sachant que le nom de votre programme est toujours présent et qui compte comme un premier argument. Et argv, c'est un tableau de chaîne de caractères qui contient les paramètres donnés à l'exécution. Donc le nom de l'exécutable, c'est automatiquement ajouté comme premier paramètre. Donc quand vous faites ./monprog 5 bonjour, argc vaut 3, puisque vous avez dans tous les cas le nom de votre programme qui est donné. Le tableau argv contient uniquement des chaînes de caractères. Et ça, c'est très important là pour cette partie du cours. C'est que des chaînes de caractères. Donc si on tape ./monprog 51, c'est la chaîne de caractères 51 qui se retrouve dans argv de 1. Donc argv, je rappelle que c'est notre tableau d'arguments passé à notre programme. Argv de 0, c'est le nom de notre programme. Argv de 1, c'est le nom de notre premier paramètre qu'on aurait passé, et ainsi de suite. Et donc argv de 1, là, ça serait 51. Mais c'est pas l'entier 51, c'est la chaîne de caractères 51. Si on veut se servir des valeurs numériques, il faudra effectuer du coup des conversions, donc par exemple vers un entier ou vers un flottant. Vous voudrez convertir une chaîne de caractères vers un entier ou convertir une chaîne de caractères vers un flottant. Heureusement, il y a ces fonctions qui existent et pour cela, on utilisera les fonctions de la bibliothèque stdlib.h. Donc il ne faudra pas oublier d'inclure ça dans notre programme. Et les fonctions qui vont nous intéresser, c'est atoi pour ASCII to integer et atof pour ASCII to float. Regardons comment utiliser cette première fonction atoi, donc ASCII to integer. Donc on voudrait convertir une chaîne de caractères en entier. Alors ça prend en argument une chaîne de caractères qui va contenir des symboles qui vont être des chiffres idéalement et qui va renvoyer l'entier correspondant. Dès la première occurrence d'un symbole qui n'est pas un chiffre, le reste de la chaîne de caractères est ignoré. Ça c'est important. Donc si le premier caractère n'est pas un chiffre, la valeur de retour est 0. En exemple, vous avez un entier n et vous voulez dire que vous voulez convertir la chaîne de caractères 34 en entier, vraiment. Vous voulez que n vale 34 mais d'un point de vue entier. Vous allez utiliser atoi comme ça. Atoi double code 34. Ça va convertir 34 en vrai entier 34. Si vous faites atoi bonjour, comme c'est indiqué en haut, ben n va valoir 0. Maintenant, si vous faites atoi de 23b9, le premier caractère qui n'est pas un chiffre, c'est b, et tout le reste va être ignoré à partir de ce caractère-là, donc vous allez juste récupérer 23. Pareil pour ici, si vous faites 13.4, vous allez ignorer tout ce qui suit tout ce qui suit le point et le point inclus, puisque vous êtes en train d'essayer de convertir vers un entier et non pas vers un flottant avec atoi. Et donc du coup, le premier caractère qui n'est pas un chiffre va être ignoré. Et donc vous récupérez que 13. Donc pareil, pour convertir vers un flottant, ça va être la fonction a2f pour ASCII to float, qui prend en argument une chaîne de caractères qui va contenir des symboles chiffres et éventuellement un point qui va renvoyer un flottant correspondant. Alors comme pour atoi, dès que vous avez un caractère qui est en fait non valide, le reste est ignoré. Par exemple, vous voulez convertir la chaîne de caractères 34.52 en flottant 34.52. Comment est-ce que vous allez faire ça? Vous utilisez la fonction a2f et vous convertissez 34.52 en flottant. Alors même chose, si vous essayez de convertir la chaîne de caractères bonjour dans un flottant, comme il n'y a aucun caractère valide, ça va vous retourner 0. Maintenant, on va regarder un autre exemple à droite. Deux autres exemples même. Vous avez un flottant X et vous voulez convertir 23b.9 en flottant. Alors 23b.9 ne va pas fonctionner entièrement évidemment, puisque vous avez un premier caractère B qui n'est pas un caractère valide pour la conversion d'une chaîne de caractères vers un nombre flottant. Il n'y a que 23 qui va être gardé. Maintenant, si vous voulez convertir 13.4.8, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez vous retrouver avec uniquement 13.4 à la fin. Alors pourquoi? Parce que 13.4 est autorisé puisque vous voulez convertir vers un nombre flottant. Par contre, comme vous avez déjà récupéré un premier point, le deuxième point ne sera pas valide et donc le reste de la chaîne de caractères à partir de ce point-là va être ignoré. Et donc vous avez à la fin 13.4.
Alors un exemple assez classique d'utilisation de argv, argc et des fonctions de conversion. Vous voulez convertir, voilà, vous voulez faire un programme qui va faire en fait la somme des arguments que vous allez passer à votre programme. Donc tout d'abord, on va inclure la bibliothèque de fonctions stdio.h, on va inclure std.h. Le main, maintenant, comme on veut récupérer les paramètres de notre programme, on va utiliser argc et *argv crochet qui vont nous permettre d'indiquer que je veux récupérer dans mon code les éventuels paramètres qu'on va donner à mon programme. Donc je vais utiliser deux variables, n1 et n2, qui vont être affectés finalement aux entiers qu'on va passer en paramètres de notre programme. Je vais vérifier est-ce que j'ai strictement plus de un argument dans mon programme. Précisément, il faudrait s'assurer qu'on en ait exactement 3, le nom du programme et deux entiers. L'argument d'indice 1, donc c'est-à-dire le deuxième argument donné à mon programme. Rappelez-vous que argv0 c'est le nom de votre programme, argv1 ça va être votre premier paramètre que vous lui avez donné, et argv2 ça va être le deuxième paramètre que vous lui avez donné. On va convertir en entier les entiers qu'on a passés à notre programme. On va le stocker, donc le premier entier dans N1, le deuxième entier dans N2, et on va afficher la somme de N1 plus N2. Ça, on peut le faire une fois qu'on a converti, on ne peut pas le faire sans convertir. Pourquoi? Puisque argv2.1 et argv2.2, ce sont des chaînes de caractères. On ne peut pas additionner des chaînes de caractères. Pour autant, évidemment, on peut additionner des entiers, mais pour ça, il faut d'abord les convertir. Donc, exemple d'exécution à droite. Vous avez votre programme, vous le compilez et puis vous le lancez avec en paramètres 5 et 8, ça va bien vous afficher la somme de 5 et 8. Pour résumer ce chapitre 7, nous avons vu les notions suivantes. Nous avons vu le stockage en mémoire d'une chaîne de caractères avec le symbole spécial et très important de terminaison de chaîne de caractères qui est l'anti/0. Nous avons vu comment déclarer et initialiser une chaîne de caractères, l'utilisation de printf et de scanf avec des chaînes de caractères, des fonctions utiles sur les chaînes de caractères, comme par exemple sprintf, et plus généralement dans la bibliothèque string.h, nous avons vu strlen, strcopy, str4, strcompare et leurs variantes sécurisées où on limite la taille de l'analyse des chaînes de caractères. Nous avons vu également l'utilisation de argc et argv qui permettent de passer des paramètres à notre programme. Donc on peut changer le comportement de notre programme en changeant ses paramètres sans avoir besoin de recompiler notre programme. Et nous avons vu comment utiliser les fonctions de conversion de chaînes de caractères vers des nombres entiers ou des nombres flottants qui nous permettraient du coup d'utiliser ces fameux paramètres de programme. Pour finir sur ce chapitre, je vous propose un petit quiz. Donc la question est quel affichage obtient-on à l'exécution? Alors je vous laisse prendre connaissance du code et des réponses potentielles. Je vous laisse mettre pause pour réfléchir et nous allons dans la vidéo passer à la correction tout de suite. Regardons pas à pas ce code. Donc nous avons dans un premier temps un tableau de caractères de 50 caractères qui s'appelle lieu. Nous avons un tableau de caractères ville qu'on initialise à Lyon qui va être donc initialisé à 5 cases. Pourquoi 5 cases? Puisque 1, 2, 3, 4 plus l'anti/0 final, ce qui fait bien 5 cases. Quand on récupère la longueur de la chaîne de caractères strlen, on va compter le nombre de caractères qu'il y a là-dedans et on va s'arrêter sans compter le anti/0. Il y a bien 4 caractères dans Lyon. Donc n vaut 4. À partir de là, déjà, vous pouvez éliminer l'affichage 1 et l'affichage 4. Alors pourquoi? Puisque si on regarde le printf, on fait un %s, %d entre parenthèses, ville n. Donc ça sera, on va afficher Lyon et entre parenthèses le nombre de caractères qu'il y a dans la chaîne de caractères Lyon, ce qui est 4 et non pas 5. Donc déjà, ça peut être que l'affichage 2 ou 3. Pour départager entre l'affichage 2 ou 3, regardons la suite du code. On a maintenant un tableau de caractères pays qui a 20 cases. On fait un printf dans quel pays. Et on va faire un scanf. Donc à partir de ce qu'on sait maintenant, ça va être forcément France qui va être rentré, puisque ça peut être que l'affichage 2 ou 3. On va stocker du coup cette chaîne de caractères France dans la variable pays, dans notre tableau pays. On va créer maintenant une autre variable, vrai pays, qui va être initialisée à France. Et on va faire une comparaison entre ces deux tableaux, entre le tableau pays et vrai pays. On va faire un if string compare pays vrai pays. Alors, if string compare, rappelez-vous que ça vaut 0 si les chaînes de caractères sont les mêmes, sinon ça vaut un nombre. Et le if est faux si
il est à 0 et sinon il est vrai. Comme les chaînes de caractères sont les mêmes, le string compare va retourner 0. Donc cette expression booléenne là, enfin ce que ça va retourner ici, ça va être 0. Donc ce if va compter comme faux et on va bien passer dans le else. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire lieu. Pardon, on va écrire dans la chaîne de caractères lieu. On va écrire d'abord la ville, virgule, espace, le pays. Vous voyez la différence entre ces deux chaînes de caractères, c'est la petite virgule. Et à la fin, on affiche ce qu'on aura écrit dans la chaîne de caractères lieu. Comme on est passé dans le else, il y a bien la virgule. Ici, il n'y a pas la virgule. Donc on aura bien en termes d'affichage la virgule, donc ce qui correspond à l'affichage 3.